Le processus devant conduire aux élections municipales du 10 juillet prochain sont donc déjà en cours. Mais la sérénité, allais-je dire, semble loin d'être acquise. Lors de sa 21e séance tenue en début de semaine, le CPC a buté sur plusieurs points sensibles, dont un décret gouvernemental qui révise à la hausse le nombre de conseillers municipaux, alors même que la phase de dépôt des candidatures est déjà ouverte. Nous en parlons ce matin avec Maître Tchassona Traoré, président du parti Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement, et qui est en même temps le président en exercice du cadre permanent de concertation, le CPC. Maître Tchassona Traoré, bonjour. Bonjour mon cher ami, bonjour mes chers compatriotes. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça va de soi. Vos avis nous intéressent également, chers auditeurs. Vous pourrez réagir au 91 09 71 71 ou au 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, ça commence maintenant. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors, Monsieur le Président, pour commencer, rappelez-nous l'objectif initial de la création du CPC, le cadre permanent de concertation. Le cadre permanent de concertation est un peu le dernier maillon d'une longue expérience en matière de dialogue qui a été initiée depuis 2006 à la suite des accords de Ouaga. Les accords de Ouaga auxquels nous avons pris part à l'époque avaient mis en place un mécanisme qui permettait aux personnalités de tous bords de se retrouver pour échanger sur des questions d'intérêt national. Un peu puisé de l'expérience ghanéenne qui est ancienne en la matière et qui invitait. Cette expérience ghanéenne s'est invitée chez nous. Je crois que c'est même une organisation internationale qui était derrière cette initiative, c'est le NDI, qui avait suggéré aux autorités togolaises, vu nos crises récurrentes, de trouver un mécanisme qui permette aux Togolais de se parler, parce qu'il y a trop de polarisation, de crispation, et toujours on s'est entendu sur rien au Togo. Donc il fallait trouver un mécanisme par lequel nous pouvons apaiser le climat politique par un dialogue constructif. Le dialogue, là, ressenti comme un instrument de construction d'un débat, d'une donne nationale, d'une politique qui met tout le monde au moins au centre du village, et non comme un mode de règlement de conflit. Parce que le dialogue, il y en a qui confondent le dialogue qui peut être institué comme un cas de concertation pour qu'on échange des questions d'intérêt national pour éviter des crispations, avec le dialogue qui peut arriver après un conflit ou une mésentente. Là, on est dans le cadre du règlement d'une mésentente, d'un conflit. Ici, le dialogue au niveau du Togo, qui a évolué à travers plusieurs cadres, le CPDC, le CPDC aujourd'hui, le CPDC rénové, le cadre a été amputé tout ça là, c'est un peu la même évolution qui a abouti aujourd'hui au CPC après le passage de la CNAP. On est aujourd'hui au CPC. Au CPC, voilà. Dans quel état d'esprit la 21e séance a été convoquée lundi dernier? Non, je crois que le problème de cette séance, c'était bien que nous nous retrouvions pour pouvoir en discuter. Parce qu'avant juste après notre séance, la 20e séance, vous suivez à travers des radios, à travers les réseaux sociaux, un certain nombre d'acteurs politiques avaient posé la question essentielle. Bien avant même la 20e séance, il y avait cette réclame que après le recensement de la population, le nombre des habitants a augmenté par endroit, et que, puisque la loi qui organise la décentralisation prévoit qu'en cas d'augmentation sensible de la population dans une localité, le nombre de conseillers augmente également conséquemment. Donc, beaucoup ont réclamé, et
parmi les partis d'opposition, je ne vais pas citer les partis ici, ont réclamé, sans même aller jusqu'à demander au ministre à l'époque pourquoi cette augmentation n'avait pas été actée. Donc à la 20e déjà, la question était posée. Bon, est-ce que pour aller à ces élections, est-ce qu'il faut tenir compte de ce qui existe ou faut-il intégrer la nouvelle donne? Mais comme il n'y avait pas de décret de prix, on n'avait pas pu formuler une recommandation. Donc ce qui arriva le 21 déjà, quand le chef de l'État, c'est-à-dire le président du Conseil, excusez-moi, on est habitué à l'ancienne appellation, quand le président du Conseil a pris un décret par lequel non seulement il réduisait la caution, mais un autre décret qui a acté l'augmentation de cette population. Oui, justement, les discussions lundi dernier ont achoppé sur ce décret portant révision du nombre des sièges des conseillers municipaux. Pourquoi, justement, cette décision intervient-elle alors que le processus de dépôt de candidature est déjà lancé? Vous savez, parfois, nous sommes comme dans l'opposition, nous avons parfois des attentes qui ne sont pas souvent, ils sont parfois nécessaires, opportunes, mais qui ne sont pas, qui posent quand même la question d'opportunité. Quand on a beaucoup réclamé qu'il fallait tenir compte de l'augmentation de la population, pendant que le processus a augmenté, qu'advenait-il si le président du Conseil n'avait pas réagi en prenant l'ordonnance? On dira, bon voilà, qu'il a violé une disposition. Je crois que c'est ça qui l'a amené à prendre l'ordonnance pour satisfaire à cette réclamation de l'augmentation du nombre de conseillers. Maintenant que c'est fait, nous nous rendons compte que, en réalité, le timing était mal choisi, puisque le processus a déjà démarré. Le dépôt de candidature. Le dépôt de candidature, même, on est dans la phase de dépôt de candidature. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller, parce que ce n'est pas facile pour les partis politiques de trouver de bons militants qui répondent aux critères d'éligibilité par rapport aux relations qu'ils ont avec les populations, faire des listes. Donc quand on augmente, ça fausse la donne. C'est pour ça que le lundi, quand on a convoqué la séance du CPC, c'était pour nous renvoyer la balle, nous, opposition. C'est vous qui avez demandé qu'on augmente. On a augmenté, c'est vous qui vous plaignez. Pourquoi c'est augmenté pendant que nous sommes dans cette phase-là? Alors on nous renvoie la balle. En réalité, c'était l'idée de nous renvoyer la balle, de nous demander, mais nous devenons un peu capricieux. C'est nous qui avons demandé qu'il faut augmenter, c'est nous qui nous plaignons de pourquoi c'est augmenté en cette période-ci. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, il y a eu débat dans la salle, beaucoup d'opinions. Donc, il y avait deux tendances. Au moins pour une fois, moi je salue que le gouvernement ait accepté qu'on puisse en discuter. Parce qu'ils auraient pu dire, écoutez, c'est fait, débrouillez-vous. Mais ils ont accepté quand même qu'on en discute. Et des débats, il y a eu deux choses. L'une, il y a une solution possible entre deux alternatives. La première consistait à dire, écoutez, le décret est pris, on ne peut pas demander au président du Conseil de rapporter son décret. Dans ce cas-là, il faut reprendre il faut reporter les élections à une date ultérieure. Pour tenir compte de la. Et ceux qui ont déjà commencé par faire le dépôt, ils doivent aller les retirer. Et puis, ça poserait beaucoup de problèmes. Selon le gouvernement, reporter les élections poserait beaucoup de problèmes. Bien sûr, il y a l'élément naturel qui rentre en jeu, la saison des pluies dans beaucoup de nos régions à partir du mois de juin. Tout cela risquerait de compliquer le jeu. Donc, est-ce qu'il faut reporter les élections? Ça, c'est une question. L'autre problème qui se pose par rapport au report des élections, selon les débats qu'on a eus, il y aurait les élus actuels, leur mandat fini le mois prochain, le 16. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On va les maintenir comme ça. On va encore commencer par crier que, bon, voilà, les gens, leur mandat est fini, on les laisse encore traîner avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Donc, pour le gouvernement, ça veut dire reporter les élections devenait compliqué.
Alors, la deuxième alternative qui consistait à dire, écoutez, si on ne peut pas reporter des élections, il vaut mieux rapporter c'est-à-dire le décret pour qu'on se retrouve à la situation de 2019. C'est-à-dire que on doit présenter des listes en tenant compte du nombre de conseillers de 2019 pour que l'actuelle augmentation du nombre ne puisse avoir application que dans les années à venir. Donc voilà les deux choses. Donc nous avons proposé au gouvernement de deux choses l'une, qu'il choisit celle qui est la meilleure par rapport à la situation qui se présente. Et donc vous attendez aujourd'hui le feedback du gouvernement. Nous avons foi qu'une décision sera prise par rapport à ça. Voilà la question. Bon, c'était pas houleux comme les gens ont voulu le croire. C'est-à-dire que le débat s'était très bien passé. Bon, on essaie. C'est-à-dire, il y a longtemps qu'on se réunit. Il y avait rien de. La sérénité était de mise. Ça, je voulais quand même l'assurer. Il y avait une sérénité. Il n'y avait pas d'acrimonie. On a discuté quand même en bonne intelligence. Il n'y a pas de souci. D'accord. Un autre sujet qui s'est invité donc dans les débats, c'est le financement au public des partis politiques. Justement, ce financement est actuellement plafonné à 500 millions, un montant jugé très insuffisant par certains partis qui proposent désormais le triple. Sur quelle base? Non, vous savez qu'on a 117 communes. Vous imaginez aujourd'hui, ces élections sont ouvertes pour occuper les communes, les conseillers, et vous savez ce que représente une élection au Togo. Le nombre de listes attendues, personne ne peut l'imaginer avant la clôture du dépôt. Il y aura un engouement. Pourquoi il y a un engouement pour les élections locales? Si on est dans la 5e République, il n'y aura pas d'élection présidentielle. C'est les dernières élections qui vont boucler la boucle. La prochaine étape, ça sera en 2000, c'est-à-dire dans 6 ans. Donc, comprenez que les acteurs politiques ne peuvent pas rester comme ça en vacances politiques, à ne rien faire, coalitionnaire. Donc il y aura une mobilisation pour que ces élections-là soient très compétitives. Alors ça nécessitera un lourd investissement de la part des politiques. Et quand on connaît la situation économique dans laquelle nous vivons au Togo, on imagine comment beaucoup de nos compatriotes qui feront partie des listes pourraient eux-mêmes assurer le paiement des cautions et tout ce qui s'ensuit, encore moins les affiches, tout ce qu'il y a comme frais de dépenses inhérentes à cette élection-là. Donc c'est pour ça que, analyse faite, nous avons jugé que 500 millions, c'est beaucoup, mais c'est peu. Au regard des enjeux, au regard de l'importance que nous voulons attacher à ces élections-là, de leur impact sur les changements attendus par rapport à nos communautés qui doivent être désormais des vecteurs de développement économique et social. Donc, il faut que ces élections-là, on puisse en mettre les moyens pour que cela puisse produire les effets attendus. Donc, c'est pour ça que nous avons demandé que le gouvernement puisse revoir la dotation pour permettre à tous ceux qui voudraient faire acte de candidature de trouver un peu de moyens pour soutenir leur ambition lors de ces élections. Et selon vous, est-ce qu'il faut conditionner ce financement à des critères de représentativité? Non, la loi elle-même règle comment c'est réparti. Donc avant les élections, il y a une partie qui est donnée à l'ensemble des listes, selon une règle de répartition qui existe, je ne l'ai pas en mémoire. Je crois que c'est le décret même qui l'institue, qui dit combien doit être réparti pour soutenir la campagne, mais le reste sera distribué aux partis qui sortiraient du lot en fonction de ce qu'ils ont gagné, proportionnellement à leurs gains. Donc le reste leur sera donné. Voilà ce que la loi dit. Donc nous attendons également de ce côté qu'une réponse positive nous soit accordée. Alors, au sujet de la prorogation de la date du scrutin que vous avez demandé, vous pensez être écouté? Oui, on a foi qu'on sera écouté. Pourquoi? Parce que ces changements de donne au niveau du nombre de conseillers qu'il fallait produire sur les listes, et l'attente de la décision qui pourrait sortir, est-ce qu'il faut par endroit, si c'était 15, c'est passé à 19, ainsi de suite.
on ne sait pas si la décision, tout cela, ça a mis de l'hésitation au niveau des formations politiques. Donc, et puis, il y a également que le jeudi, c'est-à-dire demain, est un jour quand même très important pour la communauté chrétienne. Bien sûr que l'administration qui pilote les élections ne sera pas de la fête, elle sera toujours au travail. Mais c'est que beaucoup de nos compatriotes qui sont chrétiens se sentiraient un peu négligés dans leur foi, parce qu'on ne peut pas demander à ceux qui veulent aller, peut-être même qu'ils ont intérêt, même un double intérêt à aller à l'église même demain, puisqu'ils veulent aller à des élections, mettre ces élections entre les mains du Seigneur pour que les choses se passent bien. Donc par rapport à cela, il faut tenir compte de cela pour ne pas clôturer le dépôt des dossiers le jeudi, qui est un jour de Seigneur, mais plutôt l'avancée de 1 ou 2 ou 3 jours, ça n'empêche pas le calendrier de se dérouler. Même si on le déposait demain jeudi, peut-être que la transmission au niveau de la CENI qui doit faire le travail, ça pourra commencer peut-être lundi. Donc on aura seulement peut-être... on ne perd rien à le faire. Donc nous attendons que le gouvernement également et la CENI puissent revoir leur calendrier et que cela soit également ajusté d'1 ou 2 jours pour que non seulement les gens puissent affiner la conception des dossiers de candidature, mais également les déposer dans de bonnes conditions sans qu'il y ait de ratés. Voilà, et donc il faut préciser, rappeler donc que la date limite de dépôt de dossier est officiellement fixée au 29 demain. Donc vous êtes dans l'espérance d'un prolongement. D'un prolongement, puisque il y a eu tellement d'hésitation que on en a besoin. Voilà. Alors, est-ce que vous avez l'assurance que les doléances du CPC sont transmises fidèlement? Je peux faire un aveu. Le ministre de l'administration territoriale, vous savez, parfois c'est bien d'avoir des gens en uniforme à certains endroits. Vous savez, ce qui les caractérise, c'est le compte-rendu. Les hommes habillés, quand vous allez les voir, ils notent tout ce que vous dites, ils rendent compte tout de suite. Contrairement à nous, les civils, qui jugeons de l'opportunité, est-ce qu'il faut présenter tel ou tel, mais les militaires, ils ne ratent rien. Ils rendent compte. Donc, on a cette chance d'avoir un ministre qui est avec nous, qui est rapporteur du CPC, et dès qu'on finit... Le ministre en charge de l'administration territoriale. Il le rend compte automatiquement. Donc, nous savons que nos doléances sont entendues. Alors, selon vous, le CPC a-t-il une réelle influence sur les décisions électorales? Le CPC n'a pas vocation à se substituer aux institutions. Non, nous ne prenons pas de décision. Nous formulons des recommandations, nous formulons des propositions. Maintenant, il appartient... Oui, justement, est-ce que vos suggestions que vous faites influencent les décisions? Nous avons fait peut-être un travail, un catalogue de propositions. À ce jour, il me semble que 95% de nos revendications sont satisfaites. 95%. En tout cas, depuis que je suis à la tête du CPC, tout ce que nous avons réclamé, on a satisfaction à peu près de 80 à 95%. Voilà, à partir de cet instant, nous allons donc donner la parole à nos auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, le débat de Nana FM revient aujourd'hui sur l'actualité politique nationale à travers les travaux du cadre permanent de concertation, le CPC. Notre invité, maître Mohamed Tiassona Traoré, président du MCD et actuel président du CPC, nous aide donc à décrypter ces différents points de friction autour du décret augmentant le nombre de conseillers municipaux, les débats sur le financement public des partis politiques ainsi que les préoccupations liées à la recomposition de la CENI. Nous allons aborder ce point tout de suite, mais nous recevons le premier auditeur en ligne. Nana FM, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Pélé, bienvenue dans le débat. Bonjour. Bonjour. Ok. Je vais répondre automatiquement là où vous avez cité que vous êtes satisfait à 80%.
se passe au CPC. Sauf que le peuple n'est pas satisfait, peut-être que 10% le peuple est satisfait. Parce que vous êtes là-bas, vous représentez l'opposition, et nous sommes satisfaits de 10%. Parce que le pouvoir en place, qui est là aujourd'hui, il n'a pas besoin d'un opposant pour faire tout ce qu'il est en train de faire. Si on voit Maître, je pense que en tant que président de cette institution ou de cette structure-là, pouvez-vous nous donner comment on convoque la réunion? La dernière réunion, on l'a convoquée quand? Et quand est-ce que les invitations sont parties vers les membres? Est-ce que c'est responsable? C'est là où il faut voir. Parce que nous avons appris que c'est déjà le dimanche à 10h qu'on a balancé ça sur une plateforme ou bien et que c'est parti. Peut-être que si moi je suis ce membre-là et que j'ai voyagé, je ne suis pas dans le pays, et qu'on me convoque pour une réunion à 10h, on balance ça sur une plateforme et qu'à 9h le lendemain, je suis pas présent. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui empêche le CPC à faire ce genre de choses? Quelles sont les règles en jeu pour convoquer une réunion? Et pour chuter, et vu tout ce qui se passe, je pense qu'il n'y a pas gain de cause. Le régime FPP, le français, le chien à bois à la caravane passe. Je pense que c'est leur devise actuelle. Quelles sont les marges de manœuvre de l'opposition, là-bas ou bien le CPC, pour qu'on organise une élection transparente, pour ne plus parler des élections de guerre, comme eux-mêmes l'ont évoqué, pour enlever les élections présidentielles, pour que les élections présidentielles créent la crise. Alors qu'ils sont en train de préparer encore une crise dans le pays. Merci. D'accord, merci Pélé, bonne journée à vous. Donc, avons-nous notre Nana FM Allo, bonjour. Oui, bonjour. C'est Richard. Richard, bienvenue dans le débat. Merci. Bon, ma question rejoint un tout petit peu celle du précédent auditeur. Et bon, je voudrais la reformuler autrement. Est-ce que les partis aujourd'hui qui boycottent le CPC, qui sont en marche de ce cadre-là, est-ce que à chaque réunion du CPC, une invitation leur est formellement envoyée? Donc, deuxième question, est-ce que les réclamations de l'opposition, des partis qui ne sont pas représentés au CPC, est-ce qu'à part ce cadre-là, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un cadre au sein duquel ces réclamations peuvent être traitées? Voilà. D'accord. Nous allons prendre un autre auditeur, Nana FM Allo, bonjour. Allô, bonjour. Monsieur Gado. Monsieur Gado, bienvenue dans le débat. Merci, maître. Bonjour. Bon, mais vous dites que vous êtes satisfait 80%. Nous, la population, on n'est pas satisfait. Franchement, on n'est pas satisfait. À chaque fois, il y a problème de CENI. Au lieu de vous entendre ou imposer quelque chose au gouvernement, vous ne le faites pas. C'est la CENI, la principale cause. C'est la CENI. Mais si ne vous attendez pas, attendez-vous pour la CENI. Bon, secondo, je vais vous demander une chose. Il y a un circulaire qui est demandé au ministre depuis l'électricité et eau. Ça, c'est tout à fait normal. Mais est-ce qu'un simple circulaire a pu abroger un décret? C'est un décret qu'on a pris. Est-ce que le ministre a pu abroger ça? C'est ma question. Secondo, la 5e République est déjà en marche. Vous n'avez pas la force d'arrêter ça. Moi, je vous demande de rentrer dans le gouvernement. Toute l'opposition est gouvernement de combat, de transition. Et le PC doit avoir seulement 2 postes. Ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Tous les ministres là, c'est de l'opposition. Jean-Pierre Fab, Adjamakou, Nicolas Lawson, tout le monde dans ce gouvernement. L'Union aura que 2 postes. C'est ça que le PP a avancé. Sinon, on peut même prendre un prélat à la tête de la CENI. Le Togo ne marche pas. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous, Pélé. Nana FM Allo, bonjour à notre auditeur. Oui, bonjour, monsieur Sandy. Bonjour, Michel. Bienvenue dans le débat. Merci. Bonjour, monsieur Tchassona. Bonjour. J'espère, Michel, que le moral est au beau fixe ce matin.
Oui, vous dites? J'espère que le moral est au beau fixe ce matin chez vous. Non. Quel moral est beau fixe. Je veux discuter franchement avec le sénateur. Oui, monsieur Chassona. Le président du CPC. Il faut qu'on parle franchement et simplement. On dit que le pays a besoin d'argent et nous faisons la levée de capitaux sur le marché de l'UMOA pour payer les fonctionnaires. Ça veut dire que nous manquons cruellement d'argent. Et lorsque nous manquons cruellement d'argent, l'augmentation du nombre de conseils, l'augmentation du nombre de députés, la création du Sénat, la nomination des présidents de région, alors qu'il y a les préfets. Et ces augmentations-là, est-ce qu'ils ont une valeur ajoutée à apporter à l'OTR? Il n'y a pas que la politique dans un pays, il y a l'économie aussi. Est-ce que ce sont ces gens-là qui vont faire créer les emplois dans le pays? Nous n'allons pas mettre tout le temps la politique devant et oublier le social ou bien l'économie qui fait vivre même les gens. On a augmenté le prix de l'électricité. Qu'est-ce que le CPC a pu dire à propos de cela? Si on dit qu'on abroge ou bien on supprime l'avantage de l'électricité des ministres. La prise en charge. Est-ce que cela impacte sur les salaires? Si réellement on veut nous dire que le pays a des problèmes financiers et qu'on veut compatir à la population, ce n'est pas seulement éliminer un avantage. On doit diminuer le salaire des ministres. Si quelqu'un veut être ministre, qui veut travailler, qui travaille. S'il ne veut pas travailler, qu'il laisse tomber. Parce qu'on va diminuer son salaire. Que le président de la République même décide de réduire aussi son salaire. Parce que les gens l'ont fait ailleurs. Si les populations crament sous la misère, comment se fait-il que des autorités seront là toujours à s'embourgeoiser? Donc, je voudrais que M. Chassona me dise, sur toutes les augmentations-là, quel impact ces augmentations auront sur notre économie pour nous permettre au moins de souffler un peu. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée à vous, Michel. Nous allons encore prendre un autre auditeur. Nana FM, allô, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, Papa Sibiti, bienvenue dans le débat. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour, monsieur Sibiti, mon oncle. Voilà, mon neveu. Vous êtes mon neveu, vous savez. Je ne suis pas retraité. C'est pour que le peuple vous applaudisse. Vous avez écouté, monsieur Michel. Moi, je ne veux pas interpréter des politiciens. C'est du peuple. On parle de la misère. C'est pour que ce peuple soit là. Et dès qu'on finit, qu'on remette au président de la République. Voilà ce que le peuple dit. Ce que le peuple veut. Le petit mécanicien qui est au bord de la route. Ce qu'on fait là, il va en profiter. Le développement dont vous parlez là, vous avez félicité les militaires. Mon père est militaire. Parce que cette là, nous, le peuple, depuis qu'on parle de la 5e République là, le président de la République, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? On sait qu'il fait. Les fonctionnaires, les commerçants, l'OTR surtout. Les commerçants se plaignent de l'OTR. Qu'est-ce que le président de la République, notre peuple n'a dit? Il n'a qu'à dire, parce que les gens ferment leurs bureaux. Hein? L'OTR, il n'a qu'à revoir le problème de l'OTR. Merci beaucoup. Merci, nous allons donc prendre le dernier auditeur. Nana FM, allô, bonjour. Émile, bonjour. Bonjour Max, bienvenue dans le débat. Merci, monsieur Chassona Traoré, bonjour. Bonjour. J'ai deux petites questions. Quel est le taux appliqué pour déterminer le nombre de conseillers municipaux en rapport avec la population? Deuxième préoccupation. Dans la Constitution de la 5e République, il est stipulé qu'il y a un président de la République que nous nommons PR et un président du Conseil des ministres que nous nommons PCM. D'où vient le fait que, subitement, nous entendons surtout dans la bouche des autorités, PC au lieu de PCM. Qui est alors le chef de l'État du Togo? Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée à vous, Max. Donc, nous revenons ici en studio avec notre invité, Maître Tchasouna Traoré. On voudrait bien commencer par répondre à la question de Max. Il se demande qui est le président de la République. Mais le PC qui devient le PCM, qui devient PC. Il voudrait comprendre. D'abord, avant de répondre, je voudrais saluer tous nos compatriotes qui, à travers les questions, nous laissent entrevoir quel est l'état d'esprit des Togolais. Cet état d'esprit qui est symbolique, qu'on peut caricaturer en un mot, le mal-être. Ce qui transparaît, c'est que les Togolais sont majoritairement mécontents, ils ne sont pas heureux. C'est ce qui transparaît de ces auditeurs. C'est un constat. Donc, c'est de dire que nous devons tous travailler à ce que cela change. Le sens des élections municipales, c'est d'essayer d'apporter au niveau local tout ce qu'il faut pour que les gens participent par eux-mêmes à la création de la richesse et qu'ils puissent contribuer au développement au niveau local. Le développement suppose qu'il faut créer de la richesse, il faut imaginer, ne pas trop attendre de l'État, et que l'initiative privée également, l'entrepreneuriat, tout cela doit s'inviter dans l'architecture d'une stratégie de construction économique et sociale au niveau local. Voilà ce que je peux dire de manière globale. Donc, ça participe de cela et nous devons quand même nous engager résolument à cela. Et c'est pour ça que nous disons que cette loi sur la décentralisation doit être révisée pour donner plus de latitude aux populations pour pouvoir être des acteurs clés à initier des projets, des programmes, la vie associative, la vie sociétaire, en tout cela, tout ce qui peut contribuer au développement local doit pouvoir être encouragé. Ça, c'est une vue globale. Maintenant, revenons un peu aux préoccupations de nos compatriotes. Le président de la République, nous le connaissons. C'est M. Sanvi de Tové. Le PC, comme on le dit, c'est le président du Conseil. Je crois que quand on lisait la constitution togolaise de la 5e République, elle parle plus de PC que de PCM. On parle du président du Conseil. Donc, bien sûr que dans beaucoup de régimes politiques, on parle de président du Conseil des ministres en Italie. Donc, des gens font trop de rapprochements de concepts. Au niveau du Togo, il faut lire la constitution de la 5e République. Vous verrez que le thème consacré, c'est le président du Conseil. Président du Conseil. Voilà. Donc, il n'y a pas de confusion à ce niveau. Voilà. D'accord. La deuxième question de Mars, comment détermine-t-on le nombre de conseillers municipaux en fonction Non, je n'ai pas le taux en population. tête parce que je ne veux pas raconter du n'importe quoi. Donc, qui m'excuse que je ne puisse répondre à cela parce que tout ça... on pourra peut-être, si j'avais son numéro, je pourrais lui donner le taux tout à l'heure, après la réunion, en fouillant dans la loi qui organise cela. Voilà, il y a augmentation, Michel qui revient sur l'augmentation du nombre de conseillers municipaux, la création du Sénat. Il se demande quel impact tout cela peut avoir d'un point de vue financier. Non, vous savez, lorsque on souffre dans sa chair et qu'on a des problèmes, on a tendance à croire que la solution, c'est dans cela ou cela. Nous avons écouté des compatriotes, lorsqu'on a créé le Sénat, dire que oui, au Sénégal, le président Macky Sall a supprimé le Sénat pour faire des centrales photovoltaïques. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend. Quand on voit tout ce qu'il y a eu comme corruption, comme détournement de fonds, on se dit qu'avec le montant de corruption, des sommes détournées, on n'avait pas besoin de supprimer le Sénat pour pouvoir faire la centrale. Si on avait une gestion très bonne de l'économie du pays, on aurait pu créer plus d'une centaine de centrales que n'aurait créé la suppression du Sénat. Donc c'est une question de gestion, d'équilibre. Vous savez, les institutions, lorsqu'on les crée, ça répond à certains besoins. Je crois que c'est des choses qui ont été prévues de longue date. Au niveau des différentes constitutions, depuis la constitution de 92, il y a beaucoup d'institutions qui ont été prévues, mais qui n'ont pas été mises en place. Aujourd'hui, elles sont en train d'être mises. C'est une promesse républicaine qui transparaît de nos lois fondamentales. Alors, ne pas le faire, ce serait critiqué. Bon, voilà, on a prévu de faire le Sénat, on ne l'a pas fait. On a prévu cela. Mais maintenant,
que c'est fait. On entend des critiques, non, parce qu'il y a des souffrances. Non, il ne faut pas déplacer le problème. Le problème du chômage, le problème de la misère, leur solution n'est pas dans la suppression de telle ou telle institution, mais plutôt la capacité que ceux qui gouvernent le pays peuvent avoir d'initier des projets, des programmes de réflexion, des stratégies de création de richesses. Bien sûr, ça également convoque une autre vision du monde du travail. C'est-à-dire, si nous avons un code du travail qui prend certaines dispositions, qui privilégie le statut national, dit que bon voilà, tel emploi doivent être dévolus aux Togolais, tel aux gens de la sous-région, ainsi de suite, c'est-à-dire la priorité nationale. Et qu'effectivement on surveille le départ à la retraite, que ceux qui sont à la retraite puissent partir à la retraite et qu'on puisse les remplacer. Tout cela, c'est une réflexion d'ensemble pour pouvoir amenuiser d'abord le chômage et puis pour la création de la richesse également. Il faut mettre en place des structures qui accompagnent la jeunesse dans ce cadre-là. Toutes ces réflexions-là peuvent être menées, mais qui n'ont rien à voir avec la mise en place des institutions. Les institutions ont vocation à réguler la vie publique, à aider à ce que le débat démocratique puisse s'ancrer dans les mœurs et qu'on puisse avancer. Je crois que c'est une courte vue que de croire que bon voilà la solution à nos problèmes c'est de nier l'existence de ces ou de les supprimer. Non, je crois que c'est pas ça la solution. On va poursuivre rapidement avec les préoccupations de Richard que je vais donc il a posé deux petites questions, mais que je vais mettre en une seule. Est-ce que les partis en marge du CPC reçoivent des invitations? On a toujours gardé la place, tout le monde est convoqué à ces réunions. Tous ceux qui sont habilités à être dans le cadre du CPC ont été régulièrement invités à ces réunions. On a toujours leurs plaques sont toujours restées là, qui ne viennent pas. Maintenant, la convocation telle qu'a dit le premier auditeur, je ne sais pas d'où il tient cela. Bien sûr que quand on est dans un cadre de concertation, quand l'urgence l'exige, on peut vous convoquer à tout moment, à toute action cessante. Et nous avons notre plateforme sur laquelle on passe nos convocations. Ce n'est pas par les médias, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, comme il le dit. Le CPC a une plateforme dans laquelle tous ceux qui vont à ces réunions-là se trouvent. Et j'ai vu lorsque... Sa préoccupation, c'est peut-être, ça réside dans ce que les invitations sont envoyées en retard. Non, je n'en sais rien. Personne ne s'est plaint de ça. Moi, j'ai ça, je peux vous montrer ça si vous voulez tout à l'heure. Quand on a convoqué, tout le monde a accusé réception, personne ne s'est plaint de la convocation tardive parce que tout le monde attendait ça. Hein? On est des acteurs politiques, on est comme des soldats. On vous dit, venez, il y a urgence, on se lève. Peu importe le moment ou la façon dont on nous a convoqués. Mais ça a été régulier. Hein? Ça fait partie également de comment on travaille. Ça n'a jamais été une convocation, comme il le dit. Non, je ne sais pas qui l'a informé. Celui-là l'a certainement mal informé. Parce que là, on a notre plateforme. La convocation a été là-dessus, tout le monde a accusé réception, personne ne s'est plaint de cela. Maintenant, ceux qui ne sont pas du CPC, comment est-ce que leurs revendications sont prises en compte? Non, écoutez, on est ensemble. On écoute nos compatriotes, on écoute nos amis, nous savons ce qu'ils disent. Et parfois, nous les reprenons à notre propre compte au sein du CPC et on repose le problème. Voilà. Alors, de quelle marge de manœuvre disposez-vous pour une élection transparente? C'est la deuxième question du premier auditeur. Oui, il parle de la recomposition de la CENI. Je crois que c'est ça la priorité qu'il a posée. Un sujet qui a été abordé également. Qui est abordé également au niveau des discussions. Mais il y a quand même une préoccupation à ce niveau. Je crois que la CENI, son mandat est fini depuis 2023. Ça fait plus de 2 ans, à peu près 2 ans également que leur mandat est fini. Donc, on avait eu déjà... Justement, à ce propos, est-ce que leur maintien va peut-être remettre en cause la crédibilité du scrutin ou du processus? Ça pose un problème. Maintenant, la question est de savoir pourquoi on n'arrive pas à la renouveler. Est-ce que c'est parce que le gouvernement ne le veut pas? Ou c'est parce qu'il y a
un blocage quelque part. Et selon même nos informations, le ministre de l'administration territoriale a écrit. C'est ce que je veux dire à l'Assemblée. Vous comprenez, quand je suis sorti de la 21e réunion, nous avons dit que nous interpellions le président de l'Assemblée nationale. On ne sait pas pourquoi cette question est devenue pour lui un sujet banal. Parce que c'est important, il s'agit de la mise en place d'une institution importante. Parce que c'est lui qui doit convoquer pour pouvoir demander aux gens de faire acte de candidature et choisir parmi les dossiers soumis ceux qui doivent être retenus comme membres. Maintenant, quand bien sûr que le parti au pouvoir est majoritaire là-bas, eux, ils n'ont aucun ça veut dire qu'ils ne souffrent de rien. Qu'on renouvelle ou qu'on ne renouvelle pas, ce n'est pas leur problème. Mais nous, on est demandeurs. Nous, on est demandeurs. Et il fallait le faire, donc on ne comprend pas pourquoi. Malheureusement, c'est un peu tard. Pour ces élections, c'est un peu tard parce que pour pouvoir choisir les membres, même si le président de l'Assemblée convoquait, c'est-à-dire lançait les invitations à fournir des candidatures, ça prendrait 1 ou 2 semaines. Le fait de convoquer l'Assemblée pour siéger et désigner, ça, Dieu seul sait pendant combien de temps ça peut se dérouler. Mais tout cela, après, il faut former les gens avant d'aller aux élections. Mais c'est que ça nous a fait du tort. Au moins, le ministère aurait fait sa part en envoyant une lettre en réclamant que l'Assemblée puisse jouer sa partition dans ce rôle-là. Mais c'est regrettable qu'on en soit là. C'est regrettable. Alors, au regard de toutes ces difficultés-là, est-ce qu'il va falloir peut-être à l'avenir revoir le mode de désignation des membres de la CENI? Non, la question même qui reste posée aujourd'hui, est-ce qu'il faut maintenir la CENI dans sa nature? La CENI politique, là, voilà où ça nous conduit. Est-ce qu'il ne faut pas aller migrer vers une CENI technique? Moi, j'ai toujours milité pour qu'on laisse tomber cette CENI-là qui n'est paritaire que de nom. Elle n'a rien de paritaire parce qu'on a d'un côté un groupe homogène et un autre groupe qui est hétérogène, qui a des intérêts différents. Où est la parité dans ce moment-là? La parité n'est pas seulement que arithmétique. Elle doit être également au niveau des intérêts. On n'a pas les mêmes intérêts. Même quand on est de l'opposition, chaque formation politique a un intérêt différent de l'autre. Donc, mais au moins, nous disons qu'après ces élections, il va falloir qu'on engage des débats réels pour voir de quelle nature, de quel type d'organes nous avons besoin au Togo pour organiser des élections. C'est le moment. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de ce débat. Votre mot de conclusion? Non, c'est pour dire aux Togolais que bon, nous savons que des gens attendent beaucoup de notre structure. Nous faisons ce que nous pouvons, qu'ils fassent confiance au CPC, c'est-à-dire rien ne vaut le dialogue par ces temps où nous nous entendons sur rien, nous avons toujours maille à partir déjà entre nous. Entre opposition, on ne s'entend pas. En opposition, société civile, c'est pareil. Nous, de l'intérieur, la diaspora, il y a problème. Finalement, on ne sait pas de quelle manière nous pourrons construire une donne politique qui soit représentative de l'ensemble des intérêts. Donc, apprenons à nous faire confiance. Donnons-nous la main et puis travaillons pour que ce pays se relève. D'accord. Merci, Maître Mohamed Chassona Traoré, d'être passé sur Nana FM. Vous êtes le président du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, MCD. Vous êtes également le président du CPC. C'était le débat de Nana FM. Merci de l'avoir suivi. Merci à Nestor Glo pour la collaboration technique. Appelez-moi Émile Zanvi, restez scotché sur votre radio à suivre tout à l'heure à 8h30 le journal Amina. Rendez-vous à 12h pour la grande édition du journal en français. Mais dans un court instant, place à nos avis et communiqués. Pendant 45 minutes de lundi à vendredi, Nana FM vous invite à partir de 7h15. Vous voulez écouter politique, vous serez servi. Social, encore mieux. Économie et environnement ont également leur place. Le débat de Nana FM, c'est de lundi à vendredi de 7h15 à 8h avec vous aussi les auditeurs. Nana FM, consommez-nous.